cette conférence de dédicace de mon livre. Et je parle d'événements qui ont eu lieu il y a 53 ans, dans les années 1970. Mais nous qui avons vécu ces tragédies individuelles et collectives, c'est comme si c'était hier. Ce sont des faits qui sont encore présents dans notre mémoire et dans notre chair. Ce sont des choses, des faits, des hommes, des femmes qu'on ne peut pas oublier à cause du caractère à la fois dramatique, tragique et douloureux des événements qui se sont déroulés. Ces événements se sont déroulés en République de Guinée. Et je vais mentionner tout à l'heure les lieux emblématiques où se sont déroulés ces événements. Ce sont des lieux de mémoire. Une mémoire guinéenne qui est fragmentée, qui fait l'objet de multiples inflexions. Une mémoire qui n'est pas dénuée d'ambiguïté. Une mémoire qui est loin de faire consensus à cause du poids des crimes politiques, des crimes de sang qui ont été commis en Guinée. Donc la mémoire guinéenne, c'est pour cela que les Guinéens n'arrivent pas à se retrouver. Ils n'arrivent pas à regarder leur passé avec lucidité, sans haine et sans passion. Ils n'arrivent pas à le faire. Le pays est divisé, la société est divisée. Quels sont les lieux emblématiques dont je parle? Il y en a 7. Le palais de la présidence de Conakry, que Lansana Conté a appelé Sékou Touré. C'est le seul palais au monde qui porte le nom d'un président. Sinon, d'habitude, on dit l'Élysée, la Maison-Blanche, on dit le palais d'été, mais c'est uniquement en Guinée que tu as un palais qui porte le nom d'un président. Ça vous donne une idée de la situation particulière de la Guinée. Tout a commencé là. C'était un dimanche, le 13 juin 1971. Je vais au palais de la présidence pour rencontrer le président, parce qu'il y avait des meetings très violents qui se sont déroulés. Les journalistes enregistraient tous ces discours et je leur ai dit de ne pas publier. Je vais voir le président pour lui dire que je suis inquiet. J'arrive au palais, j'avais plein de monde, ce qu'on appelle la salle du haut commandement. Tout le monde se presse autour de lui, chacun veut se faire voir. Et j'attends que la salle désemplisse pour pouvoir le rencontrer. Mais lui, il m'aperçoit. Je suis au bout de la salle, lui, il est de l'autre côté. Il traverse toute la salle. Et il vient, il me regarde en face, il me dit, « Petit Barry, est-ce que tu crois en Dieu ?» Je suis étonné, je ne réponds pas, parce que quand d'habitude je rencontre le président, on ne parle pas de Dieu. On parle de business, on parle du travail. Je suis étonné, je ne réponds pas. Et puis il repose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Alors je lui dis oui, je crois en Dieu. Et puis il me serre la main, longtemps. Et puis il se retourne, il va à son bureau. La même nuit, j'ai été arrêté. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1971. Donc, on vient me chercher vers 1h du matin. On me dépose au Camboiro, au nom de la Révolution. On m'envoie dans une salle, une cellule obscure. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de natte. Juste, j'ai vu un pot au coin, dans un des coins. Mais je suis fatigué parce que nous travaillons pour la Révolution jusqu'à la dernière minute.
Je me couche et je m'endors. Profondément, comme un loir, comme si... Et puis je rêve. Je fais un rêve étrange. Je rêve que quelqu'un me poursuit dans la forêt. Il veut me rattraper. Et je fuis, je tourne le dos, je reconnais la personne qui me poursuit. Un camarade, on a fait ensemble le collège classique de Conakry, on a fait l'université ensemble, Mamadi Keïta. Je le reconnais. Et puis j'arrive devant un grand fleuve. Ah, je dis, ah, c'est perdu, parce que moi, je ne sais pas nager. Comment je peux traverser? Je ne peux pas. Et puis soudain, il y a un miracle. Il y a le génie du fleuve qui vient. C'est une femme qui a une longue chevelure noire. Elle me dit de m'agripper à son dos. Je m'exécute. Et puis, au bout de quelques brassées, elle me fait traverser. Quand j'arrive sur l'autre rive, je regarde, je ne vois plus celui qui me poursuivait. Et puis c'est en ce moment que le garde frappe à la porte. Il est 4 heures du matin. Il me dit, vidange. Vidange. C'est là que j'ai appris le premier mot au Kamboaro. À 4 heures du matin, tu dois te lever pour aller vider ton pot. Il y a un pot chinois qu'il y a dans chaque cellule. Si tu veux, parce qu'on n'ouvre pas les cellules la nuit. Quoi qu'il arrive, on n'ouvre pas. Donc, si tu veux uriner, si tu veux faire autre chose, tu le fais dans le pot. Et le matin, vous allez vider le pot. Il me dit, vidange. Je lui dis, quelle heure il est? Il me dit, non, il n'y a pas d'heure ici. Ici, il n'y a pas d'heure. Et puis, il ne faut pas poser question ici. Vidange. Voilà. Comme ça, je découvre le Kamboaro. Le matin, on vient me chercher, on m'amène sous un arbre, avec une ardoise, avec mon nom, et on me photographie. Je reconnais le photographe. Bah, il travaille à Sili Cinéma, Sili Photo. Je le reconnais, il prend ma photo. J'ai compris. C'est cette photo qui va être publiée dans Oroya, avec la déposition. Donc, on a fait une semaine au Kamboaro. Il paraît que on était en train de savoir où nous amener. Parce qu'il y a Kindia, il y a Kankan, il y a Conakry. Partout, il y a des comités révolutionnaires. À Conakry, c'est Ismaël Touré, des puissants. Il dit, lui, nous arrêtons et nous tuons qui nous voulons. Ah, lui, c'est le choléra. Non, c'est la peste. À Kindia, c'est Émile Cissé. Lui, c'est un métis libanais, mais son père ne l'a pas reconnu. Alors il a dit à Sékou Touré, moi je n'ai pas de père, est-ce que tu acceptes d'être mon père? Sékou Touré dit oui, je suis ton père adoptif. Et donc il est à la disposition de Sékou Touré. C'est un homme extrêmement brillant, intelligent. Il est de Mamou, on se connaît bien. Il est bien brillant en mathématiques, il écrit des livres, il fait des pièces de théâtre. Il a d'ailleurs remporté un prix au Festival panafricain d'Alger. Et la nuit s'illumine. C'est l'épopée du Parti démocratique de Guinée. Il a eu la médaille d'argent au Festival panafricain d'Alger en 1969. Et le premier prix, la médaille d'or, a d'ailleurs été remportée par le Sénégal avec la pièce de Cheikh Ndao, le Bourba Djolof. Donc, voici cet homme qui est à la disposition de Sékou Touré, qui est en contact régulier avec lui. Donc c'est ainsi, ce sont les deux événements qui sont passés au Kamboaro. Une semaine après, le 21 juin, on nous amène à Kindia. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kindia est à 135 km de Conakry. On nous amène au camp Kémé-Bourema. Le camp Kémé-Bourema, c'est l'ancien camp du général... comment il s'appelait? C'est le général Gallieni. Le général Gallieni, à l'époque coloniale. Tous les camps militaires ont été rebaptisés. Celui de l'Abbé porte le nom d'Elad Jomar, celui de Kankan porte le nom de Sunyata, etc. Donc le camp de Kindia, c'est la première garnison militaire de la Guinée, porte le nom
de Kémé Bourema. Qui est Kémé Bourema? C'est un des frères de l'Almami Samori Touré, voyant général. C'est lui qui a battu Bornis de Borde à Woywoyanko. Ça, c'est à 7 km de Bamako. Ça, c'est en avril 1880, je crois. Il y a même Alpha Omar Konaré, le président Alpha Omar, qui a fait une statue pour lui à 7 km de Bamako, là où la bataille a eu lieu. Et il est célèbre dans l'histoire de la résistance samorienne. Il a aussi participé au siège de Kankan, il a participé au siège de Sikasso. C'est là qu'il est mort, contre Thiéba, contre le roi du Kénédougou, Thiéba et Babemba. Mais Kémé Bourema, donc, on l'a honoré, la révolution l'a honoré. Mais il a un fils qui s'appelle Beau Touré, qui est à Kérouané, qui a pour fils Mamadou Touré, dit Petit Touré, et Kélédiki Touré et Moussa Touré. Deux de ses enfants sont morts au Cambouaro de diète noire. Ils sont les premiers, pratiquement, à subir la diète noire. C'est-à-dire qu'on les a enfermés, privés d'eau et de nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mamadou Touré, dit Petit Touré, et son frère Kélédiki Touré. Parce que Mamadou Touré a créé un parti politique en 1965, un parti politique d'opposition qui s'appelait le Parti de l'Unité nationale de la Guinée. Vous voyez donc, on honore le héros, mais ses descendants, on les déshonore. La même chose pour Alpha Yaya. Alpha Yaya aussi, on a ramené les restes mortels d'Alpha Yaya qui était en Mauritanie, mais ses descendants, comme Diallo Alpha Amadou, qui a été mon ministre de l'Information, lui aussi il est mort à Kindia, il a été exécuté. Donc ça vous donne, c'est pour cela qu'il y a cette ambiguïté de la mémoire guinéenne. On ne se retrouve pas. Donc au camp Kémé Bourema, nous resterons environ 45 jours, du 21 juin au 5 août 1971. Là, il y a eu de grands événements que vous verrez dans le livre. Ce qui m'a marqué le plus, les événements du 30 au 31 juillet 1971. Mes compagnons ont été exécutés. On était 3 dans la même cellule. Ils sont venus prendre les 2 frères, Thierno Ibrahima et son frère Babemba. Ils ont été exécutés. Et c'est en ce moment que j'ai cessé de m'alimenter. J'ai voulu me suicider. Mais le fusil que j'ai pris n'était pas chargé. Donc, ils sont venus après me transférer le 5 août 1971, j'avais 36 ans. J'ai dit, bon, il faut mourir jeune, surtout que tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Donc, on m'a amené au camp, à la prison civile de Kindia. C'est pas loin, c'est quelques centaines de mètres. Et c'est là que je suis resté 7 ans. Et c'est là que j'ai rencontré des hommes et des femmes d'une grande noblesse, d'une grande dignité. C'est là aussi que j'ai assisté à la mort, à la disparition d'hommes extrêmement importants qui m'ont marqué. Le 18 octobre, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1971, nous étions une cinquantaine dans la salle TF. TF, c'est Travaux forcés. Parce que j'ai oublié de vous dire que la prison civile de Kindia a été construite en 1936 par les autorités coloniales françaises, qui mettaient les bandits des grands chemins. Ce n'était pas pour les politiques. Les détenus politiques, ils les mettaient aux îles de Los, à Fotoba, exactement, à Fotoba. Par exemple, mon ministre de l'Information de l'époque, Alpha Amadou Diallo, il m'a dit que son père, qui était un parent de Alpha Yaya Diallo, a été enfermé quand Alpha Yaya a été déporté à Mauritanie. Son père a été enfermé pendant 5 ans à Fotoba. Et lui, il est né quand son père a été libéré, en 1915, 1916.
Donc il me disait, quand on discutait, il me disait, oh, peut-être moi aussi je veux faire 5 ans comme mon père. Mais lui, il a été tué. Les autorités coloniales avaient gardé les détenus, ne les ont pas exécutés, mais Sékou Touré, lui, il a exécuté des gens qui n'ont rien fait. Et je me souviens, j'aimerais vous le raconter parce que c'est des choses... Le 13 ou le 14 octobre, Alpha Amadou Diallo, il fait un rêve. Chaque matin, on se retrouvait, on se racontait les rêves. Il me dit, ah, Petit Barry, hier j'ai rêvé, il y avait une voix qui me disait, ce sera le 18 octobre, l'anniversaire de la mort de Clémenceau. Je dis, mais qu'est-ce que Clémenceau vient faire à Kindia? Clémenceau, le père de la victoire de la guerre 14-18, qui a permis aux Français de l'emporter sur les Allemands. Ce sera le 18 octobre, l'anniversaire de la mort de Clémenceau. Et le 18 octobre, il faisait partie, M. Alpha, de ceux qui ont été sortis. Il y avait 18 personnes dans notre salle TF qui ont été sorties ce jour-là pour être exécutées. On était une cinquantaine, on a sorti 18. Et à Conakry, je ne sais pas combien, plus à Kankan. En tout, il y avait près de 80 personnes qui ont été exécutées dans la nuit du 17 au 18 octobre 1971. Et nous sommes en Afrique, je m'excuse de le dire, mais juste Houphouët-Boigny est né un 18 octobre. Je n'en dis pas plus. Quand vous lirez le livre, vous comprendrez. C'est ainsi que nous sommes restés là, et je parle de certaines personnalités que j'ai rencontrées. Je citerai l'une d'entre elles, Tibou Tounkara. Tibou Tounkara, je l'ai connu quand j'avais 7-8 ans, à l'Abbé. C'est lui qui m'a recruté comme éclaireur. J'ai été éclaireur de Guinée. Il m'a fait découvrir les joies du scoutisme. Lui, il a créé l'Union des jeunes de Guinée. C'était vraiment l'ami des jeunes, l'ami des enfants. Et plus tard, il est devenu le rédacteur en chef de l'école guinéenne. Ça, c'était le journal du syndicat des enseignants guinéens, dirigé par le grand Koumanian Keïta. Koumanian, descendant de Sundiata. Il est du Hamala, dans le Kouroussa. Il avait une très belle plume, Tibou Tounkara. Donc, je l'ai connu depuis l'enfance, et quand je suis revenu, j'ai terminé mes études, il m'a encore soutenu, il m'a appuyé. Et on a travaillé ensemble, c'est lui qui, en fait, m'a recommandé pour que j'aille au ministère de l'Information. J'étais aux Affaires étrangères, je ne voulais pas, mais il a insisté pour que je le retrouve au ministère de l'Information. Et on s'est retrouvés en prison. Mais lui, il n'a pas survécu. J'explique dans le livre pourquoi et ce qui s'est passé. Il a été trahi par celui en qui il croyait, Sékou Touré. Je cite, il y a beaucoup de personnalités que je cite dans le livre, comme on n'a pas le temps, mais j'ai rencontré d'autres personnes, des sages. Il y a un vieux sage, il est de Dalaba, El Hadj Oumar. C'est le père de Prosper, de Alpha Ousmane. Ce jeune homme est venu, quand son père a été arrêté, il est venu à Kindia. Il a loué une maison à côté de la prison, discrètement, parce qu'il voulait entrer en contact avec son père. Il voulait aider son père qui était enfermé. Il a pu identifier un garde, le soudoyer, et il a pu entrer en contact avec son père. Et moi, j'étais pratiquement le secrétaire de son père en prison. C'est ainsi qu'à travers lui, j'ai pu contacter aussi celle qui était ma fiancée à l'époque, Adama Doucouré. Il faut dire que Petit Barry, écrire l'histoire de la Révolution,
c'est encore prendre des risques. Parce que nous avons un déficit majeur. Le pays souffre de beaucoup de déficits, d'infrastructures, déficit macroéconomique. Mais le déficit de moralité, d'honnêteté intellectuelle, de probité, ce déficit aujourd'hui qui mine notre société, qui l'empêche de sortir de la crise dans laquelle on se retrouve. Dire la vérité en Guinée, c'est parfois un délit, sinon un crime. Et lorsque vous prenez le risque de dire la vérité, certaines choses, et bien entendu, vous vous exposez. Vous vous exposez parce qu'il y a des vérités que les gens n'acceptent pas qu'elles soient dites. Et c'est ça le mérite de mon grand frère. D'abord, il connaît le système. Je suis très heureux de savoir que c'est le premier d'une série, puisqu'il m'a déjà fait l'honneur de me dédicacer le livre dès sa parution, et je l'ai déjà lu. Et bien entendu, nous attendons aussi les autres. Parce il témoigne pour lui, comme a dit le professeur Boubacar, mais il témoigne pour les autres qui n'ont pas pu témoigner, qui n'ont pas eu cette opportunité. C'est une chance exceptionnelle qu'il a eue, compte tenu de la proximité qu'il avait avec le président Sékou Touré. Je ne suis pas sûr qu'il devait sortir de là, parce que ceux qui connaissent trop sont un danger pour le système. Dieu l'a sauvé, et il a vraiment ce devoir de témoigner pour les autres, pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de témoigner, et ils sont nombreux qui ont été tués, assassinés, certains enterrés vivants, alors qu'ils n'ont rien fait. Donc ce témoignage est important, je voulais juste le féliciter pour ça, et merci beaucoup. Et qui prouve à cet été que notre Petit Barry est toujours grand. Et je pense que j'exprime ici l'opinion de la plupart des citoyens de ma génération qui ont vécu à côté de Petit Barry. C'était le souci de voir paraître ses mémoires. Et on lui a tellement demandé à quand les mémoires, qu'on avait fini par désespérer. Et donc c'est pour nous un grand plaisir d'avoir le premier volume qui annonce 6 autres volumes. Et cela est vrai pour l'ensemble de ceux qui ont vécu ce siècle, ce demi-siècle d'histoire de la Guinée douloureuse, de laisser à la postérité la mémoire de ce qu'ils ont vécu, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les angoisses, mais aussi les joies qu'ils ont eues dans ce beau pays. Les jeunes qui ont pris la parole ont toujours réclamé l'écriture de l'histoire de la Guinée. Elle est écrite. Elle a toujours été, continue à être écrite, mais elle n'est plus enseignée. Et le problème n'est pas particulier uniquement à la Guinée. On a cessé d'enseigner l'histoire africaine et surtout l'histoire contemporaine du siècle de la décolonisation. Parce que les problèmes politiques sont venus prendre le dessus sur la réalité du vécu des populations et sur l'exercice même du métier d'historien, qui est de relater l'évolution de sa société et de mettre en exergue les problèmes auxquels ils sont confrontés, les défis auxquels ils sont confrontés. Et je pense que vous avez écouté Mme Pennabo, vous avez écouté Sambaka, ce sont tous des historiens. Et les questions qu'ils posent, vous voyez combien elles sont pertinentes. Mais le projet politique, le projet idéologique, le projet économique de l'élite politique ne va pas avec cette remise en cause
ou ce questionnement du devenir de notre société pour l'avenir, sur lequel, effectivement, on a emprunté la mauvaise route. On a emprunté la route du Sénégal sénégalais, de la Guinée guinéenne, du Mali malien. On a opté pour la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest et du continent en particulier. Donc, les hommes politiques ne se posent plus les questions que ont posées les historiens dès le départ sur l'unité. Cheikh Anta Diop a, comment dirais-je, appelé à la Fédération des États d'Afrique. Il a fait appel à l'unité, mais il n'a pas été écouté. Et le piège, justement, c'est de s'accrocher à la Guinée. La Guinée n'a pas d'avenir sans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous voyez aujourd'hui, les 3 pays du Sahel, comment dirais-je, le Burkina Faso, le Mali et le Niger essayent de se regrouper dans des pays sahéliens, mais ils oublient qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans l'accès à la mer. Ce qui explique que Bakary II, l'empereur du Mali, a conquis la Gambie et a voulu traverser l'Atlantique pour aller en Amérique. Donc l'Afrique ne peut pas se concentrer uniquement sur le Sahel, sans la forêt, sans la savane. Donc c'est ça le problème fondamental, c'est que la reprise en main de notre destin passe par l'unité. Et ne sera pas possible dans le cadre étroit de la balkanisation des États que nous avons eu après les indépendances. Donc, ce qui veut dire que l'agenda des historiens est toujours là et l'enseignement de l'histoire africaine doit être organisé pour que nous ne créions pas les petits nationalismes qui ne vont pas nous servir dans un monde où les grands ensembles ont seuls la voix. C'est la Chine, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, ainsi de suite. Et l'Afrique balkanisée ne peut pas. Donc nous souhaitons vraiment à notre grand Barry de poursuivre la rédaction de ces mémoires et nous appelons les autres qui ont vécu une partie de cette tranche d'histoire d'écrire eux aussi leur mémoire parce que nous les historiens nous avons besoin d'autant de témoignages qu'il est possible d'en avoir pour confronter les idées, pour confronter les auteurs les uns aux autres et pour, effectivement, avoir une histoire qui soit la plus objective possible, parce qu'il n'y a pas d'histoire objective à 100%. Donc, merci encore, Grand Barry, et nous vous souhaitons encore une plume ardente. Et comme dirait Birago Diop, ma plume rabotée. Merci beaucoup au public. Vous avez tenu à assister à ce marathon. Je vous remercie de votre patience et merci aux organisateurs de cette soirée réunie. Et nous pensons que M. Barry pourra faire la même conférence un peu partout parce que l'expérience guinéenne n'est pas pour la Guinée, elle est pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous. D'accord, merci. Félicitations. On se reçoit. Merci. O matande o.